Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons traiter aujourd'hui de l'adaptation culturelle. Alors, dans une optique qui est à la fois essayer de voir de quoi on parle quand on parle d'adaptation culturelle, essayer de l'exprimer aussi à travers des anecdotes et puis des exemples. Donc, ça va être plutôt du storytelling et partir aussi d'une perspective où finalement on est dans un monde qui nous entoure, dans lequel on ne comprend pas toujours quels peuvent être les éléments. Et l'adaptation complète n'existe pas. Moi, j'y crois pas à ces gens qui me disent j'ai passé 3 semaines en Irlande, je suis irlandais. Non, mais là, c'est de l'illusion. Donc, on va essayer d'évoquer ces différents points de façon à pouvoir canaliser. Vous n'hésitez pas à intervenir. Le but aussi, c'est arriver à caractériser des situations et puis arriver à rendre compte de ce qui se passe. Alors, présentation très rapide pour que vous soyez, voilà, qui vous avez en face. Donc, baroudeur international, ça serait ce qui me définirait le mieux. Et, quand Céline et Élise m'ont demandé de faire une conférence sur ce thème-là, j'ai accepté avec grand plaisir. Alors, je suis tombé dedans étant tout petit. Licence en Irlande, master franco-mexicain. J'ai ensuite mon doctorat porte sur les PME leaders mondiales et mon habilitation à diriger des recherches est sur l'Afrique du Sud. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tours du monde dans le cadre des études, mais dans le cadre aussi de postdoc et de recherche. Donc, c'est une opportunité. Avant le Covid, et c'est la seule fois où j'en parlerai, c'était à peu près 6 mois à l'étranger en moyenne en termes de mobilité internationale sur différents pays. Bon, le Covid contribue à des mobilités internationales, mais elle doit être à distance et on va l'évoquer aussi. Mon statut, je suis professeur des universités. J'ai rejoint l'IAE de Nice en septembre dernier et je suis le responsable du programme de EDBA. J'assure aussi beaucoup de recherche internationale et je suis expert auprès de l'OIT sur la sécurité sociale internationale. Alors, c'est une perspective. Pour ceux qui ne connaissent pas, la carte vitale en France est une norme. À l'international, c'est un combat, notamment dans les pays du Sud. Et je participe à des programmes de recherche, mais aussi de formation sur l'intérêt des principes de sécurité sociale et de respect des conditions de travail dans des pays indignes, notamment en Amérique latine. Voilà, pour me contacter, aucun souci, vous avez le mail et on va démarrer sur de quoi on parle quand on parle d'adaptation culturelle et quelles peuvent être les logiques. Alors, la difficulté, c'est que dès que l'on parle d'adaptation culturelle, on peut le voir en termes de conflits positifs. À partir du moment où on est dans une autre culture et qu'on est dans un autre bain culturel, on va être obligé d'être meilleur. Ou on peut le voir au contraire comme un conflit négatif. Et là, on va se retrouver dans une situation de paralysie, de migraine, de troubles digestifs notamment, mais pas seulement. On va se retrouver aussi dans des approches qui vont être totalement perturbantes. Et on va se rendre compte finalement que l'on soit étudiant, que l'on soit administratif, que l'on soit enseignant, à l'université, on a tous la possibilité de vivre ces expériences à l'international, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Dans tous les cas, c'est une approche de stress coping. Alors, le stress coping, ça va être quoi? Et on va l'évoquer. C'est à la fois un état de panique, mais c'est aussi l'occasion d'arriver à se surpasser en termes de logique, arriver à définir des modalités qui vont être totalement différentes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Alors, j'ai des slides en français et en anglais, on va alterner. Mais la perspective, c'est quoi? C'est que finalement, il y a un travail à faire sur du biofeedback, arriver à s'écouter, arriver à s'entendre et arriver à raisonner au fond de soi. Ben oui, ceux qui veulent dormir 12 heures par nuit et être dans un environnement hyper serein, l'international, ça va être compliqué, hein. Ça va être un moment, il faut arriver à lutter contre. Sylvie, tu citais tout à l'heure les différences de température. Il y a aussi ça, mais il y a une dimension où l'être humain est aussi conçu pour agir en environnement hostile. Deuxième étape, il y a une étape de relaxation et de méditation. On ne peut pas envisager le départ à l'international sans être dans une logique où globalement il y a tout un travail d'autoréflexion à faire sur soi et notamment arriver à gérer son propre stress. Donc, bien évidemment, un individu qui vient vous chercher à la gare et qui vous embarque dans une voiture en Arménie et vous faites 12 heures de route et le mec ne parle pas un mot de français, ça va être aussi une dynamique où il va falloir arriver à intégrer des notions en lien avec différents éléments.
Troisième élément, ça va être aussi ne pas s'isoler en termes d'activité physique. Il n'y a rien de pire en adaptation culturelle, ça m'a toujours troublé, des individus qui restent en CTU, qui restent en chambre d'hôtel et qui me disent oui, l'adaptation culturelle, ça sera plus tard. Non, c'est immédiat. Il y a tout un travail à faire d'exercice physique où il faut aller vers les autres et puis demander aussi du support si besoin. Alors, la grosse variable que l'on a, elle n'est pas seulement liée au stress, elle est aussi liée au temps. Et globalement, le temps est l'une des variables qui va être clé en termes d'adaptation culturelle. On va passer par des temps objectifs, des temps subjectifs. Alors habituellement, on vous dit que dans un pays hostile, le temps objectif, ça va être 12 mois pour pouvoir être totalement adapté et notamment être performant à l'international et satisfait de son séjour. On se rend compte globalement que, à l'issue de quelques semaines, on peut déjà être dans une variable d'un ajustement qui pourrait tendre vers une certaine approche d'adaptation. Alors, ce qui est très délicat, c'est qu'en fait, le temps, ça se choisit. Contrairement à ce que l'on croit, le temps n'est pas une variable qui est totalement exogène, qui est extérieure à nous. Le temps, on l'a au fond de nous et prendre le temps, c'est prendre le temps des autres ou prendre le temps pour soi. Et à travers ces différents éléments, on va se rendre compte qu'on peut tout à fait fonctionner. Alors, je vais vous développer en 2 points. On va voir d'abord des compétences qu'il faudrait pour pouvoir s'adapter à l'international. Et je vais vous évoquer aussi un autre aspect qui va être en lien avec des pays très différents. Donc, je vous avais choisi 3 pays et vous rendre compte de ces différentes variables pour arriver à témoigner c'est quoi l'adaptation culturelle proprement dite. Alors, on y va. Si on parle d'adaptation, et pour que l'on soit précis, parce qu'en fait, le problème, c'est que les mots sont très polysémiques. S'adapter, c'est pas exactement s'ajuster. C'est pas exactement connaître un peu de l'extérieur, c'est vraiment une dynamique où on doit comprendre des contraintes de contexte. Ben oui, l'Ukraine est corrompue, il va falloir faire avec. Et oui, il va faire très chaud au Burkina Faso, il faudra faire avec. Et oui, en Norvège, avec 40 euros, vous aurez un Coca-Cola et une pizza. Et on va être sur une dynamique où il y a des contraintes de contexte qui sont incontestables, qui doivent être prises en compte. Il y a tout un cheminement temporel il faut anticiper un départ à l'étranger, bien évidemment. Et même dans un pays qui nous paraît très proche, ça peut être la Belgique. Je fais mes études à l'IAE de Lille et on avait l'impression qu'aller en Wallonie, c'était juste pour des soirées ou même arriver à rendre compte. Eh bien non, il va y avoir une illusion qui va être une illusion de linéarité. La Belgique est totalement différente de la France et il va falloir avoir un cheminement temporel d'anticipation et arriver à comprendre différents éléments. Interdépendance des personnes aussi. Dès que l'on est en adaptation culturelle, on ne peut pas s'isoler complètement. Donc la méditation statique ne correspond pas à cette dynamique d'adaptation culturelle. Il y a bien aller vers les autres et aussi se donner du temps. Alors si on essaie de voir, et j'aime bien cette symbolique, alors c'est un de mes auteurs favoris, j'ai beaucoup publié sur cet auteur, elle s'appelle Anne Villarzing, c'est la spécialiste de l'international de l'adaptation culturelle. Elle vous dit qu'il y a finalement 3 animaux en termes de métaphores qui pourraient rendre compte de cette logique d'adaptation. Le premier, c'est l'ours. Oui, il faut être un peu ours quand on part à l'international. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir un contrôle direct. Vous vous faites avoir sur une approche, on vous dit à l'aéroport que vous n'avez pas le bon visa. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il y a bien un moment, une dynamique où, si vous êtes sûr de votre droit, autant agir de la sorte. Il y a bien une approche d'abeille, de ruche, hein, une approche de socialisation qui est indispensable. Un individu en adaptation culturelle ne peut pas être isolé. Et enfin, une approche d'araignée. Alors, araignée au bon sens du terme, hein, ça serait sur plutôt une approche d'araignée à la Louise Bourgeois en termes d'artiste, une araignée qui tisse sa toile à travers une communication informelle, autrement dit, arriver à combiner différents facteurs et se dire qu'aussi l'adaptation culturelle se joue à travers une approche qui est certes communicationnelle, mais pas seulement, qui est aussi arriver à partager des émotions, arriver à partager des logiques. Et moi, lors de séjours à l'international, j'ai beau parler plusieurs langues, la grosse difficulté quelquefois, c'est arriver à partager des éléments. J'ai passé 15 jours avec un chauffeur en Iran. Il avait 4 mots. Il savait dire oui, non, je savais dire en farsi oui, merci, manger et c'est super. Et bien avec 4 mots, on arrive déjà à intégrer une dynamique et arriver à partager ces éléments. Mais ça veut dire aussi qu'il faut arriver, il y a une part de communication non verbale qu'il faut arriver à intégrer.
L'autre élément dont je voulais vous rendre compte aussi, alors c'est l'auteur le plus prolixe que nous avons, il est de l'ESSEC, il s'appelle Jean-Luc Serdin, et c'est vraiment la référence que l'on cite très souvent en termes d'adaptation culturelle. Et pour lui, il y a bien des caractéristiques de carrière. Vouloir partir à l'international pour le fun, pour ça, il y a Thomas Cook Voyage. C'est une autre organisation. Si on est à l'université, vous voulez partir à l'international en termes d'échange de postes, en termes de mobilité Erasmus ou autre, en termes de stage à l'international, en termes de VIE, il y a incontestablement une approche de carriériste. Alors, carriériste, au vrai sens du terme, envie de réussir professionnellement en étant satisfait de son travail, et puis peut-être l'opportunité aussi de butiner comme le ferait l'abeille, de façon à ne pas avoir une carrière qui serait statique, mais plutôt une carrière protéine. Et on est sur une dynamique où, de quoi on peut rendre compte à travers ces deux auteurs, hein. Je ne vais pas vous faire le cours. Le but, c'est plutôt arriver à vous rendre compte de ces éléments à travers Cerdin ou à travers Arzing, se dire que finalement, il y a bien une part d'individuel, il y a bien une part de psychologie, il y a bien une part d'introspection. Êtes-vous ours, êtes-vous abeille, hein, êtes-vous araignée? Mais il y a bien aussi une dynamique, avoir envie d'avoir envie. Autrement dit, on a des individus de tension, ce n'est pas la peine de partir à l'international, hein. Mettez-vous directement à l'hôpital et ça ira beaucoup mieux. Donc, on est sur une dynamique où de quoi on va rendre compte? Ben, globalement, en termes de mobilité internationale, peut-on envoyer tout le monde à l'international? Non. Deuxième question, partons pour les bonnes raisons. Oui, incontestablement. Dépressif chronique, là-dessus, vous allez partir avec vos bagages. L'international n'est pas une solution. Pour ça, ça s'appelle une psychothérapie. Vous, au contraire, vous êtes sur une dynamique où envie de partager, quelqu'un de très open dessus, aucune difficulté, vous partez pour les bonnes raisons, vous ouvrir encore au plus. Après, c'est la considération du risque et du danger. Et c'est là où, à l'international, il y a aussi une approche d'équilibre de rôle à trouver. Individu totalement baroudeur et inconscient, vous ne durez pas longtemps, hein. Normalement, soit vous partez les pieds devant, soit globalement, vous allez finir par vous faire Heu, braquer. Alors c'est l'une des optiques. Moi, je suis assez simple, hein. J'ai été responsable pendant 8 ans de la zone Amérique latine pour, l'université de Lyon 3 et j'étais directeur exécutif des relations internationales. Juste pour vous témoigner par rapport à cette approche, quand je faisais la réunion sur le Brésil, 100 des étudiants au Brésil sont fait braquer. Voilà, tout simplement, et puis on arrive à tenir compte de cet élément et on fait parler statistiques. Mais vous n'allez pas à la plage avec votre passeport et vous n'allez pas à la plage avec, recouvert d'or de façon à montrer toutes vos richesses avec des favelas à 3 encablures. Envoyer les bonnes personnes à l'étranger, très élitiste, raciste, stupide, non ouvert sur le monde, ça va être plutôt très compliqué en termes d'adaptation. Donc là, des individus qui, globalement, ont une vision du monde très, très éloignée des contingences et du réel, ça va être très difficile. Alors, citer le Louvre en permanence, je suis assez gêné, moi, quand je me retrouve avec des Français qui citent le musée du Louvre en disant que c'est le plus beau musée du monde. Ben oui, sauf que ben, ce plus beau musée du monde intègre globalement la plupart d'œuvres de l'international et qui ont été pillées. Et on est sur une approche où il n'y a pas de sous-musée, de sous-culture, hein. Aller à Persépolis, aller à Sfax en Tunisie, aller à Persépolis en Iran, se retrouver dans certaines contrées en Syrie, notamment à partir du moment où les œuvres ont été pillées, eh ben, il n'y a pas un grand musée ou un sous-musée et il faut témoigner de flexibilité culturelle. Donc attention aux termes que l'on va employer et attention aux bonnes logiques. L'autre approche très élitiste aussi, croire que globalement, on va retrouver une vision du monde qui va être très cadrée, très, très homogène. Non, à l'international, des super cons, vous en trouverez, des super open, vous en trouverez. La grosse difficulté que l'on va avoir en termes de mobilité internationale, c'est se dire à un moment de quoi on parle en termes de sociabilité. Et toute la dynamique que l'on va retrouver en termes de logique, c'est témoigner globalement des différentes visions en termes de logique. C'est-à-dire que vous aurez à négocier dès que l'on part à l'international. C'est pas échanger, c'est négocier. Tout se négocie à l'international, y compris dans des pays où on n'en doute pas. Et globalement, ben, cette négociation collaborative, à partir du moment où on forme des managers, on va devoir tenir compte de ces différents facteurs et arriver à se dire quelles peuvent être les logiques de façon à pouvoir cadrer. L'autre dynamique que l'on va avoir, c'est de l'autonomisation.
individu dépendant des autres, ça ne fonctionne pas, hein. Vous avez beau avoir un traducteur pour partir à l'international, vous allez devoir à un moment vous autonomiser pour pouvoir tenir. Et c'est là où on va se dire eh ben, que partir à l'international en termes d'adaptation, c'est arriver à passer sur différentes variables. Alors, ces différentes variables, on peut les identifier, mais on peut essayer de voir. L'autre élément, c'est aussi lutter contre des préjugés. Alors, je suis toujours très, très surpris, y compris à l'IAE. Donc là où j'interviens dans les cours de communication interculturelle et puis sur des cours de négo et de gestion internationale des ressources humaines, je suis toujours très surpris par la bêtise humaine. Donc là, on est sur un élément où nous avons des individus, les blacks fonctionnent comme ça, les asiatiques sont comme ça. Comment peut-on généraliser des informations de la sorte? Alors ça s'avère relativement troublant et je trouve que plus des individus passent du temps sur Internet, plus ils deviennent cons. Autrement dit, on est sur une vision où quelle va être la dynamique? Partir à l'international, il ne faut pas trop chercher sur le pays. Il faut avoir des connaissances de base, hein, bien évidemment, d'un point de vue économique, politique, socioculturel, religieux, arriver à comprendre de quoi on parle. Mais après, ce n'est pas la peine d'avoir une vision très pointilliste et très détailliste, sinon, globalement, vous allez vous planter. L'international, c'est considérer un moment que vous devez avoir des grandes lignes, certaines connaissances que vous allez pouvoir agir. L'autre élément qui m'a toujours surpris, c'est qu'on me dit, mais l'international, c'est récent. Alors, à l'IAE, ça me met hors de moi. Qu'on me dit, vous enseignez une matière récente, la gestion internationale des ressources humaines. La première personne, je pense, elle s'appelait Lucie, et c'est elle qui a quitté l'Afrique pour partir ailleurs. Donc, la mobilité internationale, ça existe depuis toujours, quoi. Il faut arrêter d'être sur une vision. Il y a des matières qui sont classiques, le marketing, la stratégie, la comptabilité, des matières beaucoup plus récentes, la gestion internationale des ressources humaines. Non, dès 1260, Marco Polo, il avait déjà envisagé des mobilités et il savait s'adapter culturellement. Ferdinand Magellan, alors c'est pas lui qui a bouclé complètement le tour du monde, et c'est un basque. Il s'appelait Elkan, je suis d'origine basque, donc il fallait quand même le placer un moment. C'est lui qui a bouclé le tour du monde. Oui, oui, si vous entendez un accent particulier, ne réglez pas le son, c'est votre leçon normale, hein. Donc on est sur une optique, on peut s'adapter culturellement, mais en ayant une vraie personnalité. Donc là, 1522-1260, deux dates, mais je pense que Lucie, à l'origine de l'humanité, est déjà en mobilité internationale. Alors là où je voulais aussi vous témoigner, c'est que globalement, dès que l'on est sur une approche où on doit comprendre l'adaptation culturelle en termes de stress coping, si vous n'allez pas à l'international vient à vous. Et l'international, pour certains d'entre vous, ça risque d'être un coup de poing. Alors, ça risque d'être un coup de poing, pourquoi? Parce qu'en fait, on a des individus qui ont l'impression que l'international, ce n'est uniquement que des perspectives de voyage, de découverte. Ben non, on peut, sans aller très très loin, vous pouvez aller dans différents quartiers de Nice. On n'a pas besoin d'aller sur énormément de quartiers. Vous allez sur la Corniche, vous allez à l'Ariane et vous allez découvrir que globalement, l'international peut venir à vous sans grande difficulté. Encore faut-il être capable de cerner ces différents éléments et globalement de ne pas se retrouver avec un coup de poing qui serait très violent parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à décoder, mais c'est tout simplement que l'ouverture aux autres, il faut en témoigner aussi en faisant du surplace. Et c'est là où globalement, on est véritablement sur une dynamique où dès que l'on parle d'adaptation culturelle, il faut arriver à cerner qu'on n'a pas à bouger impérativement, qu'on peut faire aussi du indoor et arriver à cerner. Alors, clé, le truc, si vous êtes en bas à droite, vous oubliez la conférence, vous oubliez une mobilité internationale, hein, ça n'a aucun intérêt, vous êtes incompatible avec la structure. Alors là, ça veut dire que vous avez déjà un cerveau atrophié. Et deuxième dynamique, que vous n'avez pas les schèmes moteurs pour arriver à comprendre l'autre. Donc déjà, principe de base à l'adaptation culturelle, ça ne peut pas marcher. Vous parlez avec les mêmes, et je sais que globalement sur le bassin méditerranéen, c'est assez courant. Faites attention au sens que vous pouvez créer, mais surtout aux erreurs d'interprétation. Le fuck-off peut être compris aussi comme c'est parfait, mais ça peut être compris aussi comme je voudrais échanger de l'argent au Japon. Donc nous sommes sur des dynamiques où dès que l'on veut 87% de la communication est non verbale, et je parle avec les mains, je suis assez enthousiaste, mais on est quand même sur des dynamiques, il faut faire très attention. Des signes neutres peuvent être bien à l'international, hein. Pour remercier, ce n'est pas la peine de faire ce geste en permanence. Vaut mieux faire ce geste, merci beaucoup, ou les mains le long du corps et ça ira très bien. Ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup plus.
L'autre élément, et c'est là où on va essayer de voir finalement, il faut quoi comme compétence? La qualification, ça va pas suffire, hein. Le diplôme IAE est un sésame, hein, mais globalement, ça va pas suffire. C'est arriver à témoigner de compétences. Alors, de combien de langues il faudrait parler pour repartir à l'étranger? Anglais. Déjà indispensable, hein. Si en plus vous parlez d'autres langues, bien évidemment, c'est une opportunité incroyable. Et contrairement à ce que l'on croit, le français est encore valorisé à l'international et on peut avoir des mobilités internationales dans ce cadre-là. Donc, pas de complexe à avoir pour nos étudiants qui, quelquefois, me disent oui, j'ai un mauvais anglais. Alors, je leur passe soit Yasser Arafat, le discours à l'ONU pour décomplexer au niveau de l'accent, soit je leur dis mais attendez, il n'y a aucune difficulté, vous pouvez arriver à témoigner par rapport à ces logiques. Compétences interpersonnelles, avoir un sens du relationnel. Alors, c'est un minimum. C'est bien chez vous, mais ça sent mauvais. C'est peut-être pas la meilleure dynamique pour arriver à intégrer. La deuxième approche, c'est oui, vous avez déjà du retard, mais c'est bien quand même d'être venu me chercher à l'aéroport. Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Et encore pire, ça va être votre couleur de peau ébène, j'en avais jamais vu. Est-ce que je peux vous prendre en photo pour le mettre sur Facebook? Bon, là, c'est aucun intérêt, c'est pas un sens du relationnel. Confiance en soi, alors là, c'est indispensable à l'international. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des conflits. Alors, à la fois des conflits internes, des conflits financiers. L'international peut être relativement troublant. Si vous ne savez pas vous adapter, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Acheter un éclair au chocolat à Tokyo, chez Paul, va vous coûter 17 €. Donc pour ceux qui ne mangent que des éclairs au chocolat, à Shibuya, et ben, globalement, il va falloir peut-être arriver à s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez, devoir vous adapter aux pâtisseries japonaises qui n'existent pas, puisqu'on est beaucoup plus ils sont beaucoup plus salés que sucrés. Mais il va falloir arriver à tenir compte de ces différents éléments. Tolérance de l'incertitude et de l'ambiguïté, vous ne savez jamais la personne que vous avez en face, hein, sauf si c'est un titre officiel. Et là, ça peut être relativement surprenant. Se retrouver face à des individus en situation, mais vraiment super cool, et globalement, on peut être troublé. Alors, juste pour vous raconter une anecdote, relations internationales, j'avais un conférencier que je ne connaissais pas, un conférencier néerlandais qui venait pour la fac de philosophie. Et l'individu, c'est un spécialiste de Derrida. Et je devais le récupérer à l'hôtel un dimanche soir. Je me pointe à l'hôtel et je vois un clochard qui était assis devant l'hôtel. Donc, je suis assez open, moi je suis cool, je suis en moto. Donc, je garde ma moto juste à côté du clodo. Je le salue de la tête, hein, et puis je rentre dans l'hôtel et je vois un individu cravaté qui était à l'accueil de l'hôtel, assis sur le sofa. Donc, je me pointe vers lui et je dis hi, how are you doing? My name is Mark. I'm in charge of international relations. How are you doing today? Are you Kovos? Et il me dit no, I'm not. Et donc là, je me retrouve assez désarçonné. Donc, je vais à l'accueil directement et je le demande à l'accueil. Je dis est-ce qu'il y a un prof néerlandais qui est arrivé qui s'appelle Kovos? Il me dit oui, oui, il est sous la forme de clochard dehors, c'est l'individu devant la porte. Ben, globalement, c'est incertitude et ambiguïté. Heureusement que je l'avais salué. Et puis après, nous avons enclenché la conversation. Il faut arriver à témoigner aux différents facteurs. Mais à l'international, ça se joue aussi sur qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les codes vestimentaires, les codes locaux et les différentes approches. Flexibilité, patience et respect indispensable. Le temps est une variable objective et subjective. Et quelquefois, il faut être très, très patient à l'international pour arriver à témoigner. Toujours le respect des autres. L'empathie culturelle, comprendre l'autre tel qu'il est, mais ne pas tomber dans l'illusion. Alors ça, moi, ça me met hors de moi quand j'ai des étudiants qui me disent ah, je pars en Afrique du Sud, je vivrai dans un township comme Nelson Mandela. Garde directement des films qui s'appellent Invictus. Ça n'a aucun sens. L'empathie culturelle, c'est pas vie ma vie, ça c'est des programmes de télé de merde. C'est véritablement être dans une dynamique où vous avez envie de comprendre les autres tels qu'ils sont. Et tels qu'ils sont, ça va être essayer de situer des approches. Bien évidemment, qu'en township à Pretoria, vous avez des individus qui vivent dans des situations de déshérence et de discrimination. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre cette expérience-là pour arriver à vous insérer dedans. Ça veut dire que vous allez devoir comprendre des codes et arriver à saisir. Favelas, idem, on peut loger en favelas au Brésil, bien évidemment, encore faut-il comprendre les codes. Sens de l'humour et sens du bien-être, indispensable à l'international. Ça vous permet de pouvoir arriver à prendre du recul et arriver à vous dire que finalement, toute dynamique, elle est constructive, hein, et on peut arriver à trouver du bien-être avec différentes approches. Or, pour vous témoigner, je vous parlerai de Cuba. Je fais mon postdoc là-bas. Cuba, une fois, on trouve, j'y étais, alors je suis parti au siècle dernier, hein. J'y étais en 97, période spéciale, et on était sur une logique, hein, une économie de guerre à Cuba, où en fait les
les importations russes s'étaient arrêtées. Il y avait une certaine famine qui commençait à émerger à Cuba. Et j'ai le souvenir, une fois sur la plage, globalement, j'avais pris un mini sandwich là, et j'ai un individu qui me dit: «Beh, si vous voulez, est-ce que vous souhaiteriez manger?» «Oui». Ben, il me dit: «On n'a pas grand-chose au niveau du restaurant». Bon, alors, je parle espagnol, je lui pose la question une fois, deux fois, trois fois, puis à la troisième fois, il me dit: «Je vais juste vous faire une langouste à la vanille, si ça vous pose pas de problème». Et c'est là où peut-être le sens du bien-être, hein. Alors, fallait voir les conditions d'hygiène, fallait voir les conditions de précarité. C'était le seul repas sur 2 jours, mais globalement, on peut trouver du bien-être aussi en essayant de lutter contre ses propres approches. L'exemplarité, alors, vous ne devez tomber dans aucun travers à l'international. Les alcooliques, vous restez à Nice. Ceux qui fument des joints, vous restez à Nice. Ceux qui globalement ont recours à de la cocaïne, ben, vous fournissez globalement à Nice, mais vous restez à Nice. L'international est un activateur des problèmes. Autrement dit, un individu qui a des petits problèmes, il va en avoir des gros à l'international. Donc là, très, très attention, et très attention aussi en termes d'exemplarité sur différentes logiques. L'argent ne vous permet pas de couvrir tous vos vices, hein, ou toutes vos approches. On n'achète pas des gens, on n'achète pas l'amour, on n'achète pas une relation, on n'achète pas de l'amitié. On est sur une dynamique où il faut s'adapter, mais dans une approche exemplarité. Corruption, ça ne veut pas dire que vous allez devoir être corrompu, ça veut juste dire qu'il va falloir jouer avec ses codes. Et puis l'autre élément sur lequel je souhaitais insister, c'est la sobriété nécessaire ou heureuse. Dès que l'on part à l'international, il faut aussi avoir cette compétence de sobriété nécessaire, où il va falloir à un moment arriver à remettre en cause ses propres codes de façon à pouvoir fonctionner. Alors bien évidemment, cet ensemble de compétences est très adapté, ça relève de la gestion internationale des ressources humaines, mais on va essayer d'en témoigner. Ces compétences, vous allez tous pouvoir les exprimer à travers un élément, c'est que vous compreniez le monde qui vous entoure. Et globalement, on est sur des visions où les mobilités internationales, elles se jouent sur les pays de l'OCDE, elles se jouent sur le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est incontestable. Elles se jouent aussi sur les Next Eleven, sur le Bangladesh, l'Iran, elles se jouent sur la Turquie, elles se jouent sur le Mexique, la Colombie, mais il n'y a pas que ça. On est aussi sur des éventualités ou sur un horizon à 2030, dans 9 ans, Afrique subsaharienne sera notre zone de prédilection en termes de dynamique internationale. Ça veut dire que nous avons parmi vous des individus qui parlent anglais, qui parlent français, qui sont dans ces dynamiques et qui globalement peuvent être recrutés par des entreprises indiennes ou chinoises, hein, pour pouvoir exercer à l'international. Et c'est la zone de prédilection actuellement. Pour quelles raisons? Des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme on va retrouver, alors pas l'Ouganda peut-être, hein, mais on va essayer de témoigner par rapport à différentes logiques où vous allez avoir le Cameroun, le Bénin, des dynamiques incontestables, hein, en termes de mobilité internationale qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors encore faut-il être capable d'être ouvert sur le monde. Alors, je vous ai pris quelques photos par rapport à des recherches et puis on va essayer de vous raconter des anecdotes par rapport à cela. Photos, je travaille sur un programme de recherche internationale qui sont les conditions de vie des Népalais au Qatar qui construisent les stades. Donc là, on est sur un programme où essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Nous allons avoir la Coupe du Monde de foot en 2022, donc très proche de nous. Problème, c'est qu'au Qatar, les Qataris travaillent essentiellement sur des maîtres d'œuvre et des bureaux, ne travaillent pas sur de la construction. Et je participe à ce programme de recherche depuis des années sur quelles sont les dimensions. Et c'est là où l'adaptation culturelle, c'est pas s'adapter à la culture qatari, c'est pas s'adapter à la culture népalaise, c'est s'adapter au management interculturel conflictuel avec une logique de survie. Ça sert à rien d'acheter le bouquin Lonely Planet, le Qatar en dit leçon. Ça sert à rien de se dire les Népalais, c'est bon, Katmandou, ça me dit quelque chose et je vais comprendre. C'est beaucoup plus complexe que cela, il faut arriver à saisir. Et toute la difficulté que nous avons sur l'adaptation culturelle, c'est qu'elle se joue à plusieurs niveaux. Et ces plusieurs niveaux, c'est aussi dans l'émotion. 4000 morts au Qatar, ce n'est pas rien. Globalement, on est sur une vision où globalement, vous avez 2 morts par jour, pour mauvaises conditions de travail sur le Qatar. Ça veut dire que partir à l'international, c'est aussi affronter le réel, mais c'est aussi affronter la cruauté. Et vous allez vous retrouver dans des dimensions qui peuvent être relativement variables. Or, pour certains d'entre vous, l'adaptation culturelle, elle va être super simple. Coca, Pizza Hut, Starbucks le matin, globalement, pas très troublant quand on parle à l'international, vous le trouverez partout dans le monde. Alors, il y a des endroits où il est un peu plus sucré qu'à d'autres, mais globalement, Coca-Cola est all over the world. Il n'y a aucune difficulté. Et certains d'entre vous, vous pourrez vous retrouver dans des contrées où globalement, le choc culturel est relativement faible.
très faible. Alors, on prononce différemment. Leroy Merlin sera le roi Merlin. Le taxi sera un Peugeot, ça sera une Peugeot. Et Renault sera la Renault. Mais ça, c'est rien. On arrive à comprendre quelles sont les logiques. Vous avez aussi des visions où globalement, eh ben, je ne vous ai pas pris Trump en photo, j'exècre le personnage, mais on est sur une vision où on peut être troublé à l'international. Alors cette photo, vous la connaissez peut-être, elle avait fait le tour du monde. C'est une photo à Ceuta et Melilla, sur les enclaves espagnoles au nord du Maroc. Vous avez globalement un camp de réfugiés, un camp de migrants qui ne bénéficie pas d'eau potable puisque l'eau potable a été déroutée uniquement au bénéfice des joueurs de golf. Et on est sur une optique, cette image, elle est emblématique aussi de la globalisation et de l'adaptation culturelle. Je l'ai vécu au Pérou, je l'ai vécu en Argentine, je l'ai vécu dans différentes contrées. Vous pouvez vous retrouver à la fac. Vous êtes par exemple sur la fac au Pérou, en termes de dynamique, c'est la PUC, l'Université catholique péruvienne. Vous êtes sur une enclave au milieu des favelas qui bénéficie de toutes les commodités dessus. Et à l'opposé, eh ben, à quelques encablures de là, vous allez vous retrouver avec un vrai choc culturel. Ben, c'est aussi ça l'international. L'international, c'est pas seulement Coca-Cola, c'est aussi une richesse très inégalement répartie dans le monde. Et ça peut être relativement troublant quelquefois. Plus on part dans des pays du Sud, plus c'est troublant. Moi, l'un des exemples, c'est l'Inde. Pour ceux qui auront la chance, l'opportunité ou le choc culturel le plus violent que nous avons est en Inde. Et en Inde, vous avez 1 kilomètre devant la grande mosquée de New Delhi où on va exposer les enfants handicapés. Autrement dit, dans une culture indienne, dès qu'un enfant est handicapé, c'est une opportunité pour la famille de pouvoir récolter de l'argent. Je vous promets qu'on est occidental, c'est relativement troublant d'être dans ces dynamiques, mais le choc culturel, il peut être là. Alors, les illusions que l'on a à l'intervention, on ne va pas faire du misérabilisme, c'est juste pour arriver à comprendre de quoi on parle quand on parle d'international et d'adaptation culturelle. On est tous dans un monde où globalement on croit qu'on va s'adapter au monde par rapport à ses propres registres. Non, on va devoir lutter contre ses préjugés et contre ses illusions. Alors on a 4 illusions que l'on va retrouver, que vous aurez tous à vivre ou que vous avez vécu initialement. La première, c'est l'illusion de symétrie. On a l'impression que globalement, par rapport à un niveau de développement économique, par rapport à un modèle managérial, Michelin en France et Michelin à Curitiba au Brésil seraient relativement similaires. Non, on est sur une illusion de symétrie. On a beau être chez Michelin en stage, on a beau être dans une entreprise mondialisée. Non, il va y avoir globalement des dynamiques qui vont être diamétralement opposées. L'illusion de linéarité aussi, c'est très troublant des individus qui partent en Suisse. La délation est légalisée en Suisse, il n'y a aucune difficulté, et vous pouvez dénoncer vos collègues de travail. Et c'est relativement troublant. Se dire, eh ben, j'habite à Annecy, je pars travailler à Lausanne, ça va être très proche. Eh bien non, il y a bien une illusion de linéarité. Ce n'est pas parce que vous êtes allé en voiture que vous avez traversé la frontière que globalement en Suisse, on va être à peu près sur la même dynamique. L'autre élément, les illusions de causalité. Alors, c'est là où globalement, être dans un pays, mais diamétralement opposé, ben, ça crée des opportunités qui peuvent être incroyables quelquefois. Et je vous invite à partir à l'étranger pour une raison simple, c'est que globalement, vous allez repousser très loin vos dynamiques personnelles, mais surtout, vous allez vous rendre compte que la moindre défaillance, ça va créer d'autres opportunités. J'avais pris le train de Nescafé pour aller au nord de la Bolivie et je m'étais retrouvé dans une optique, le train est tombé en panne. Oui, il date des années 30. Il est tombé en panne. J'ai passé une semaine à 5400 mètres d'altitude. Donc déjà, il faut prendre un peu sur soi. Et deuxième dynamique, c'est aussi arriver à s'intégrer à des communautés sur place et arriver à témoigner de cette logique. Mais vous allez vous rendre compte que les défaillances à l'international, c'est des opportunités incroyables de connaître d'autres individus, d'arriver à agir et d'arriver à cerner. Et puis, illusion de discordance, hein. Tous les écarts ne sont pas essentiels par rapport à la performance. Vous allez vous rendre compte qu'en partant à l'étranger, vous pouvez être beaucoup plus efficace. Pour quelle raison? Parce que vous allez découvrir un autre environnement et vous allez devoir travailler sur vous. Alors, je vous ai pris quelques éléments, quelques photos pour arriver à témoigner et vous dire finalement, peut-on s'adapter culturellement ou pas? Oui, vous les reconnaissez, nous sommes à Lancaster, nous sommes juste en Pennsylvanie. Donc, je vous ai pris juste une famille, une photo de famille. Donc, la polygamie existe hein, au niveau de cette famille sans difficulté. Et on est sur une approche où on va essayer de témoigner. Peut-il comprendre leur dynamique interne, leur langue,
dessus, puisque les cours n'ont pas lieu spécifiquement en anglais, les cours auront lieu en alsacien. Et on est sur une approche où il va falloir arriver à témoigner de différentes logiques. Alors après, les questions complètement hallucinantes. Alors, il y a 2 ans, je pars en Pennsylvanie et je me retrouve dans une opportunité. Petit séjour à Lancaster, j'ai demandé à loger dans une famille, il faisait bed and breakfast, arrivé à loger dans une famille. Et le petit que vous avez au centre, je lui pose la question et je lui demande: «Ça va? Comment ça se passe à l'école? Quelles sont les matières que tu suis?» Donc il me dit: «Maths», puis après il me dit: «Religion». Je n'ai pas de trouble par rapport à ça. Et puis il me dit: «Bon, ben, méthode agricole». Donc je lui dis: «C'est bon, tu vas cerner par rapport à ça». OK. Et puis je lui dis: «Est-ce que tu as un vélo?» Et le père me répond: «Non, il n'a pas un vélo parce qu'il pourrait s'échapper». Et là, le décor est planté. Nous sommes sur une optique où globalement, il faut arriver à s'adapter, saisir les rationalités. Et puis, inévitablement, il me pose la question: «Qu'est-ce que vous faites comme métier?» Et donc là, obligé de leur situer que je suis à la fois enseignant et hôtesse de l'air, que je suis un peu intermédiaire entre les deux et que je fais de l'international dans la réalité. Et là, le petit me pose la question: «Est-ce que je circule à cheval?» Oui, mais ça me paraît compliqué quelquefois pour aller dans différentes contrées. Et deuxième approche que l'on a par rapport aux Amish, c'est quel est l'environnement. Mais globalement, relativement troublant. On peut s'adapter culturellement. Après, il y a des codes pas du tout partagés. Je crois qu'ils n'ont pas compris qui j'étais. J'ai pas tout à fait compris qui ils sont. On s'est respecté mutuellement. Je me suis adapté. J'ai bien dormi chez eux. J'ai bien mangé le lendemain. Mais après, ce sont deux mondes diamétralement opposés. Le deuxième trouble, Mea Sharim, certains d'entre vous, vous connaissez ce quartier ultra-orthodoxe à Jérusalem. Ils ont recréé le ghetto de Varsovie pour revivre la souffrance du ghetto de Varsovie à Jérusalem actuellement. Peut-on s'adapter culturellement et historiquement en termes de dynamique? Non. Alors, ce n'est pas un parc zoologique, hein. Je n'ai pas photographié en disant globalement, je vais vous témoigner par rapport à cela. L'adaptation culturelle, c'est arriver à saisir l'autre dans ses spécificités, mais arriver à respecter aussi le désir de l'autre. Le problème, c'est que ce désir n'est pas partagé. Quand je me suis retrouvé à Meacharim, je n'étais pas là pour partager ce désir de revivre l'expérience du ghetto de Varsovie et de reparler araméen et de me retrouver dans cette dynamique-là. Ça veut dire que l'adaptation, elle n'est jamais complète, mais elle n'est jamais non plus dans une dynamique où vous devez arriver à rendre compte. Est-ce qu'ils avaient envie d'échanger avec moi? Non. Est-ce que globalement, j'avais envie d'échanger avec eux? Oui, mais encore faut-il arriver à parler soit l'hébreu, soit l'anglais pour arriver à témoigner avec eux. Et je m'étais retrouvé relativement désarçonné par rapport à ces facteurs. Troisième, faut-il avoir peur de la foule quand on parle international? Vous êtes mal parti, quoi. Donc voici la photo du souk, le grand bazar à Téhéran, où là, globalement, vous avez à peu près entre 30 000 et 40 000 personnes par jour qui arrivent à circuler. Alors j'adore, comme on me dit, il y avait du monde dans le tram à Nice. J'ai dit, attendez, vous allez venir. Des personnes qui me disent c'est compliqué de venir depuis Antibes jusqu'à Nice. Oui, c'est compliqué, sauf que quand on est à Pékin, on a 64 millions de personnes qui sont en banlieue et qui rejoignent le centre-ville. Bon, le rapport à la foule, ça va être incontestable, il va falloir prendre sur soi. Donc ça veut dire que des individus agoraphobes, hein, il y a tout un travail à faire en termes de dynamique. Printemps arabe, on se retrouve confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend part à la manifestation? Est-ce qu'on se retrouve totalement désarçonné? Ensuite, donc j'ai vécu moi en Jordanie, printemps arabe, le truc, j'étais sur un programme de recherche. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut s'adapter culturellement, arriver à comprendre les enjeux et les représentations. Ça vaut peut-être pas le coup de vouloir s'immiscer complètement. Il y a une dimension de risque en adaptation culturelle. On ne comprend pas toutes les subtilités. Et toute la difficulté de l'adaptation culturelle, c'est arriver à se dire il y a des valeurs, des mythes, des rites, des pratiques, des tabous que l'on va devoir intégrer, mais il y a pour autant des valeurs où vous ne pourrez pas vous immiscer complètement dans ces dynamiques-là. Et j'ai des étudiants, je suis toujours sidéré, qui sont très humanistes et qui sont superbes, mais qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était que l'adaptation culturelle. Je suis un étudiant à Cuba qui était parti avec des affiches d'Amnesty International et qui souhaitait globalement partager ces affiches-là. Ce n'est pas de l'adaptation culturelle, hein, c'est de l'inadaptation. C'est arriver à se dire on peut faire évoluer l'humanité, mais peut-être la stratégie de choc n'est pas valable. Vouloir se dire le printemps arabe, je vais être devant et je vais leader ce groupe pour les amener vers la démocratie. Non, ils n'ont pas besoin de vous, ils savent fonctionner par eux-mêmes. Et on est sur une approche où il faut faire attention quand on est étudiant, quand on est administratif, quand on est enseignant. Il y a aussi une distance à avoir par rapport aux événements, par rapport à son danger, mais par rapport aussi à une vision qui n'est pas égocentrée. Le monde continuera à tourner sans vous. Et il faut arriver à cerner quelles peuvent être les différentes logiques. L'autre élément, et c'est la photo que préfère Céline, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à ça? Globalement, alors c'est
L'expérience classique en Amérique latine, vous passez une superbe soirée, une superbe nuit, et le lendemain matin, globalement, le revolver qui a été utilisé n'était pas le même pendant la nuit. Et on est sur une approche où ce que vous allez découvrir, c'est qu'est-ce qui peut se passer au niveau international. Et c'est là où, globalement, il y a certains codes culturels qu'il faut arriver à intégrer. Des personnes très gentilles à l'international dès le début, qui veulent enregistrer vos bagages, qui veulent vous accompagner, qui sont prêts à partager. Ça finit pas toujours bien. Alors, il n'y a pas d'exécution, c'est pas ça. C'est que globalement, il ne faut pas être naïf. Il faut témoigner d'une vraie maturité quand on part à l'international. La superbe latina très sensuelle qui est là pour vous draguer. Oui, si vous ne chopez pas en France et vous avez des difficultés, globalement, vous allez vous rendre compte que quand vous allez choper, ça va être une dynamique, ça peut mal finir par moment. Et on est sur des approches où il faut être relativement prudent par rapport aux éléments. Or, la prudence ne veut pas dire que vous ne devez pas vivre. C'est au contraire. L'international est un facteur où vous allez vivre pleinement à travers les 5 sens. Et c'est vrai que passer une nuit avec la superbe latina n'est pas aberrant. Le seul problème, il faut arriver à cerner quels peuvent être les enjeux. Combien d'étudiants se retrouvent dans une dynamique on m'a volé mon portable. Alors ça, c'est la première phrase au service relations internationales. La deuxième phrase, c'est j'ai dragué quelqu'un en discothèque et je me suis rendu compte qu'elle avait 16 ans. Et une fois qu'elle avait 16 ans, j'ai été dans une dynamique où les parents ont saisi le portable et me font du chantage au niveau de la police. Mais oui, mais tu as été d'une grande naïveté aussi. Tu t'es mis dans une situation qui s'appelle de la pédophilie. Et c'est là où, en fait, la maturité, il faut arriver à poser des mots derrière des réalités. Et l'adaptation culturelle doit témoigner de ces différentes approches. Il ne faut pas être naïf. Hein. Quand on fait de l'international, il faut arriver à témoigner de ces différents éléments. Après, il faut être ouvert sur le monde. Je vous ai pris une photo aussi. Voici la charmante personne que j'avais à côté de moi dans l'avion. Donc, ça s'appelle un Shemale, une approche. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'approche? Quels peuvent être les différents éléments? À partir du moment où on est ouvert sur la diversité et on peut s'adapter culturellement. Alors, c'est arriver à saisir quelles peuvent être les logiques. Alors, bien évidemment, on n'est pas sur les émissions de télé poubelle, hein, raconte-moi ta vie, pourquoi tu as changé de sexe, mais ça va être beaucoup plus arriver à intégrer que c'est un être humain qui a une logique d'adaptation et c'est à vous aussi à vous adapter. C'est pas lui qui va, elle, hein, qui va s'adapter à vous. Ça va être plutôt, quelles peuvent être les contraintes, quelles peuvent être les différentes dynamiques. Beaucoup plus troublant, et pour parler du 21e siècle, l'adaptation culturelle, elle est aussi technologique. Voici la photo du prof de GRH à l'université d'Osaka. Donc ça s'appelle un humanoïde et c'est l'individu qui globalement est dans une dimension où globalement un robot humain, 1,72 m, des mouvements très naturels. Et la fois où j'ai été confronté, globalement, on vit aussi dans une illusion de symétrie et de causalité. J'avais vraiment l'impression, à travers la fluidité du langage, qu'elle était une personne vivante. Non, c'est un humanoïde. Les réactions étaient très naturelles, ce n'était pas un robot. Et c'est là où aussi l'adaptation culturelle, pour de nombreux d'entre vous, ça va être aussi cette vision où globalement, vous allez vous retrouver pas dans une dynamique s'adapter à l'autre, mais s'adapter à une chose qui est un humanoïde. Et toutes les difficultés que nous avons, et je vous invite à suivre les JO 2021 à Tokyo, puisqu'en fait, ça va être la première fois de l'histoire. Hein, vous allez avoir des humanoïdes qui vont vraiment rendre compte de leur contribution en termes d'approche et les JO pour Tokyo et la possibilité d'arriver à montrer ces différentes dynamiques. L'adaptation culturelle, c'est aussi quelquefois se retrouver sur une approche où, alors je vous ai pris Sanofi dessus, je travaille sur un programme de recherche avec eux, mais la difficulté que l'on a, Sanofi Aventis au Vietnam, vous verrez sur la photo, il n'y a pas beaucoup de Vietnamiens, quoi. C'est beaucoup d'équipes, quelquefois, qui vont être des équipes d'expatriés. Et c'est l'un des problèmes que l'on a quelquefois en termes d'adaptation culturelle, c'est se retrouver à l'international, mais finalement dans un environnement très montpelliérain, où globalement, vous allez retrouver énormément de membres de Montpellier qui ont été expatriés là-bas, et on va continuer à manger globalement des mets savoureux de la Gardanne et autres, hein, mais on va être sur des dynamiques où de quoi on peut rendre compte, quelquefois l'illusion du voyage, c'est se retrouver à l'international. Calculez bien, hein, si vous voulez un stage choc culturel, c'est les Amish. Hein. Là, vous avez un vrai choc culturel. Si c'est un stage dans une entreprise française à l'international, vous aurez la possibilité en dehors du quotidien d'arriver à être confronté à cela. Sinon, certains d'entre vous, on va se retrouver dans un environnement qui est quelquefois très franco-français.
Quels sont les facteurs d'adaptation culturelle? Êtes-vous compatible en termes de loisirs? Si la réponse est oui, c'est gagné, vous allez pouvoir vous adapter. L'inaptitude au loisir est un facteur gravissime. Individu qui reste en bibliothèque, en échange Erasmus, individu très carriériste, qui fait des heures sup et qui refuse toute convivialité, vous êtes mort. C'est pas moi hein, sur la photo, ou alors c'est vraiment il y a très très longtemps, mais où j'ai pris 40 kilos depuis, mais on est sur une approche. Est-ce que le sport est un facteur d'adaptation culturelle? Ouais. Alors là, incontestablement, dès que vous partagez une passion, dès que vous partagez une variable avec des individus, je vous promets, on peut arriver bien évidemment à créer du lien et dans des endroits complètement improbables. Oui, on peut faire du surf à Hawaï, bien évidemment, on peut en faire au Pérou, on peut en faire en Asie, mais on peut en faire en Iran aussi. Et on est sur des approches où, contrairement à ce que l'on croit, rester soi est une vraie valeur. Ça veut dire que globalement, je fais du surf, j'ai toujours fait du surf, et je suis dans une dynamique où l'adaptation culturelle, elle se joue aussi par rapport à ça, arriver à témoigner. Alors, c'est à double tranchant. Vous débarquez pour une mobilité internationale avec la planche de surf à l'aéroport. On m'a demandé 4 fois, quand je suis arrivé au Pérou, si j'étais le vrai prof. Est-ce que j'étais bien professeur des universités? Est-ce que c'est moi qui allais donner les cours? Et le chauffeur n'était pas persuadé que je sois l'enseignant qui allait donner les cours en doctorat. Pour quelle raison? Parce que pour lui, le surcodage, la planche de surf que j'avais, l'ordinateur, était lié à une dynamique. Sauf qu'à partir du moment où vous êtes légèrement différent et un peu anticonformiste, ben globalement, ça va vous coller à la peau, hein. On va vous traiter au surfeur, c'est pas gênant. L'autre approche, c'est aussi arriver à se dire qu'au moins vous avez une personnalité. Et je leur ai indiqué que moi, le week-end, globalement, je n'avais pas passé mon temps hein, à la bibliothèque, mais que j'avais envie de vivre pleinement. Mais c'est aussi un facteur qui va témoigner de cela. Alors, tout le problème, c'est arriver à gérer son propre stress. Bien évidemment, dès que l'on est à l'international, je vous ai dit, il y a du stress coping à arriver à canaliser. Et la difficulté à travers ce stress coping, c'est arriver à se dire à un moment comment votre corps va réagir d'un point de vue physique, psychologique et émotionnel. Mais on est tous différents. Certains d'entre vous, vous allez partir à l'étranger, environnement Starbucks, McDo, Coca-Cola, Burger King. Vous allez être en sous-stress. Globalement, la vie est trop facile. Le tram, ça sera un métro à Mexico. Au lieu d'avoir 400 000 personnes, vous en aurez 23 millions, mais globalement, sous stress, vous allez gérer sans difficulté. Pour certains d'entre vous, ça va être un surstress. Un départ à l'international, même au Royaume-Uni, en situation de Brexit, certains d'entre vous, vous allez le vivre en surstress. Pour quelle raison? État de panique. Quelles sont les conséquences du Brexit et qu'est-ce que cela peut amener? Pour certains d'entre vous, vous allez être euphorique. C'est la situation de le stress. Ben, vous allez vivre globalement dans une situation de plaisir, d'approche et dans des pays auxquels vous attendez pas du tout. Moi, le Laos, la première fois que j'y suis allé, j'étais dans une dynamique, je situais sur la carte, oui, mais sans plus. Et finalement, vous pouvez trouver une plénitude, vous pouvez vous sentir super bien et vous pouvez passer 4 heures à regarder un coucher au soleil et c'est pas troublant à Luang Prabang à ce point-là. Et c'est là où, à un moment, ce sentiment d'euphorie, sentiment de bien-être, il faut arriver aussi à l'entendre et arriver à le canaliser. Et après, vous avez des éléments de déstress, arriver à vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Quelles sont les différentes logiques hein, et quelles peuvent être les différentes approches. Alors, désolé pour ceux qui ont déjà entendu. Mon situation de déstress que j'ai eue, la plus troublante à l'international, c'est quand j'ai dû boire de l'urine de chameau et manger de l'anus de chameau. Et bien là, situation en Mauritanie, en relation internationale, je vous promets que vous prenez sur vous. Hein. Vous prenez sur vous parce que la logique d'adaptation culturelle, elle n'est pas seulement violente d'un point de vue culinaire, physique, émotionnel, psychologique. Elle est aussi dans une dynamique où c'est un irrespect total. Le plat le plus savoureux en Mauritanie pour des hôtes de marque s'appelle l'anus de chameau et l'urine de chameau. Et on est sur une dynamique où l'adaptation culturelle, ça se joue aussi là-dessus. Alors c'est là où, en termes de continuum, vous préférez quoi? McDo ou vous préférez les spécificités locales? Ben, globalement, on peut avoir une optique intermédiaire. Cette optique intermédiaire, elle existe. Pour autant, elle va s'inscrire dans différentes approches où vous allez vous retrouver dans ce que l'on appelle les 4 phases d'adaptation culturelle. Au début, c'est génial, vous allez vivre une lune de miel. Ça dure quelques heures dans certains endroits, quelques mois pour d'autres. La lune de miel, elle peut être géniale. Moi, Luang Prabang, j'y serais resté sans grande difficulté. Si un jour je ne suis pas là, je risque d'être à Luang Prabang. Et puis, il y a d'autres optiques. Dans la minute qui suit, vous vous sentez déjà mal-être.
Moi, quand j'ai vu une jeune fille de 16 ans accoucher devant moi sur un trottoir aux Philippines, je vous promets, vous en souvenez toute votre vie. Et quand j'ai dit au serveur qu'il fallait peut-être appeler l'ambulance, il m'a répondu que non, ce n'est pas son premier, elle va perdre le gamin, elle n'a pas suffisamment de lait. Et c'est là où vous vous dites, qu'est-ce que je fous là? Quels sont les éléments? Ben, c'est aussi cette optique de choc culturel. On a tous un relativisme par rapport à des valeurs humaines, des valeurs que l'on partage, par rapport à la notion de dignité, la notion d'intégrité. Petit à petit, vous allez récupérer, puis après, vous allez vous ajuster. Et bien, l'adaptation culturelle, elle se joue sur ces phases. La difficulté, c'est que temporellement, on a tous un temps objectif et un temps subjectif. Pour être performant à l'international, on sait que globalement, quand on recrute un jeune manager, comme certains d'entre vous, vous allez être recruté à l'international, le retour sur investissement est à l'issue de 24 mois. Mais quand on part sur une mobilité Erasmus, vous ne partez pas 24 mois, vous allez partir sur un semestre, voire 2 semestres. Et on va devoir intégrer comment on peut vous aider à faciliter ces démarches. Mais faciliter ces démarches, ça se joue sur plusieurs éléments. D'une part, le choc culturel inversé, vous allez pouvoir vous adapter à l'international si vous avez déjà préparé votre retour. Autrement dit, il faut arriver à instrumentaliser un séjour à l'international. Si le séjour à l'international, vous ne capitalisez pas des savoirs, vous ne partagez pas des expériences, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous ne partez pas sur vous pour faire une psychanalyse, il y a des psychanalystes à Nice. La logique que l'on a, c'est véritablement partir à l'étranger dans le cadre d'une approche où on va essayer de travailler sur le choc culturel. Et moi, le choc culturel que j'ai réellement, et pourtant je suis dans un environnement qui est très sympa sur la Côte d'Azur, là-dessus avec une superbe vue, c'est très dur quand on part à l'étranger de revenir en France. Et l'une des difficultés que l'on va retrouver, c'est aussi arriver à se dire que l'adaptation, elle est dans les deux sens. Bien s'adapter à une culture, sachant que c'est une culture qui vous est étrangère, mais il va falloir revenir à un moment et il va falloir arriver à passer outre ces différents éléments. Alors, les possibilités de mobilité internationale, et si on essaie de voir, finalement, on a vu les compétences, on a vu de quoi on peut parler. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de vous résumer à une slide. Qu'est-ce qui peut s'offrir à vous pour partir, que vous soyez prof, administratif, étudiant à l'IAE? Tous, vous avez cette possibilité. Première possibilité, mobilité universitaire classique dans le cadre d'un programme d'échange, d'un double diplôme. Donc ça, c'est très courant, ça se fait depuis la nuit des temps. Moi, j'avais fait un Erasmus dans les années 90, mais 1900, hein, 90. Donc une logique où on était, ça existe depuis des années, on peut arriver à témoigner, c'est validé, pas beaucoup de risques, vous partez à l'étranger, vous validez vos examens, encore faut-il les passer, les réussir, vous validez vos examens, vous revenez et on a reçu un échange, un étudiant étranger. Vous avez aussi l'expatriation auto-initiée, c'est peut-être vous renseigner un peu et vous dire à un moment, j'ai une appétence, j'ai envie d'avoir envie de partir à l'étranger, je me suis renseigné. La Suède n'est pas la Norvège ni la Finlande, c'est spécifique. Hein. Le royaume de Suède est vraiment spécifique en termes de nationalisme, en termes de diversité de paysages et en termes de modèle managérial. Encore faut-il arriver à le comprendre. Le VIE, Volontariat international d'entreprise, là c'est la formule luxe. Hein. Si vous avez l'occasion de partir, pour quelle raison? Elle vous permet en tant qu'étudiant de pouvoir bénéficier d'un contrat et surtout de cotiser en termes de cadre. Donc vous êtes déjà intégré à une caisse de retraite cadre et c'est normalement un tremplin vers un emploi de CDI directement. Ça serait donc une période d'essai améliorée à l'international, 18-24 mois, et la possibilité d'agir. Et après, je vous invite à la localisation. Partir à l'étranger dans ses spécificités. Oui, on peut partir au Pakistan. Encore faut-il arriver à témoigner des différentes logiques. Oui, on peut vivre à Madagascar. Oui, on peut vivre au Burkina Faso avec un contrat local et c'est au témoigner. Ça s'appelle une adaptation culturelle qui va être préparée. Mais on peut tout à fait arriver à le gérer. Est-ce qu'on peut gagner du fric à l'international? Bah oui, ça s'appelle la gestion offshore. Salaire brut égale salaire net. On va déclarer votre contrat de travail en paradis fiscal. Ça existe. Hein. Tous, on peut en bénéficier à un moment ou à un autre de notre vie et on peut arriver à fonctionner. Pour les plus jeunes d'entre nous, il y a cette optique qui est de plus en plus riche qui s'appelle l'expatriation entrepreneuriale. Pouvoir partir à l'étranger, créer une boîte à l'étranger au sein d'un incubateur. Je vous promets, cette démarche, alors je suis prêt à vous répondre à toutes les questions par rapport à ces dynamiques-là, c'est très riche en termes de perspective et ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier d'un soutien d'un incubateur et surtout de faciliter l'accès à un visa. Partir aux États-Unis, même si Trump apparemment a réouvert les frontières pour quelques jours, on est quand même sur des optiques où c'est compliqué quelquefois d'obtenir un visa longue durée. Cette expatriation entrepreneuriale en termes d'incubateur peut être très favorable. Shanghai, Nairobi, au Kenya,
ont des incubateurs très puissants qui peuvent vous accueillir. Expatriation virtuelle, quel est l'intérêt de par asthmatique de vouloir travailler au Tibet? Ben, peut-être que ce n'est pas la meilleure contrée pour vous. On peut faire du virtuel, gérer un projet au Tibet depuis Nice. On est à 0 mètre d'altitude et on va être sur une approche où en termes de perso, dessus, ça peut tout à fait vous apporter quelque chose et vous allez gérer un projet à l'international. Commuting flexpatriation, alors c'est la tendance future, mais qui existe d'ores et déjà. Et c'est là où, globalement, on est quelques-uns d'entre nous à faire déjà ces éléments. Flexpatriation, si on vous prévient 48 heures avant que vous partez à l'international, voire 24 heures. Alors légalement, c'est 48 heures. Et c'est des mobilités de 15 jours, 3 semaines à l'international. Et commuting, c'est vous faites des allers-retours toutes les semaines entre différentes contrées. Donc pour nous, ça va être Maghreb, Europe majoritairement. On ne va pas jusqu'à Dubaï, ça fait beaucoup trop loin en termes d'aller-retour, bien qu'avec l'aéroport, on a d'énormes facilités. Et puis pour les administratifs, le Global Staff Exchange, mais pour les enseignants aussi. Et là, c'est une vraie richesse. Possibilité d'échanger un poste dans un an, donc dans un cadre, et de vivre une adaptabilité culturelle. Vous allez faire la même action, gérer un diplôme, gérer un service communication, gérer des modalités, enseigner, pour Sylvie par exemple, pour d'autres. Possibilité d'enseigner, vous allez changer. Alors moi je l'ai fait 2 fois, je vous promets c'est super riche. Encore ne faut-il pas être matérialiste. J'ai échangé l'appartement, la voiture et mon job et vous êtes dans une dynamique où vous allez vivre ma vie à l'international dans une logique d'adaptation. Encore faut-il ne pas être outrageusement stressé. Quand j'ai découvert qu'il y avait des armes au Mexique dans la penderie, j'étais un peu troublé au début. Et puis finalement, j'ai découvert que non, eh ben, l'insécurité conduisait à s'armer. Moi, il n'a pas découvert grand-chose au niveau de l'appartement, des planches de surf, des skis et autres dynamiques, mais on peut être aussi dans des approches. Après, j'ai dû lui indiquer que j'avais une boîte manuelle à la voiture et qu'on ne pouvait pas rouler en première sur 40 km. Mais c'est ça aussi l'adaptation culturelle, c'est arriver à témoigner différents éléments. Mais toutes ces formes de mobilité existent et ça permet de pouvoir partir à l'international. Alors, juste pour terminer et arriver à vous témoigner par rapport à des approches, bien évidemment, dès que l'on part à l'étranger, on peut arriver à témoigner de plein d'éléments. Encore faut-il être ouvert sur le monde, encore faut-il arriver à se gérer soi, et puis après, encore faut-il arriver à comprendre c'est quoi la performance. Je vais vous citer trois exemples de performance et on arrête. Premier exemple de performance, l'entreprise s'appelle WSA. Ils ne recrutent que des jeunes diplômés. Globalement, cette entreprise a réussi globalement à partir sur un facteur où ils vont aider des jeunes managers à être adaptés culturellement très vite. Autrement dit, après 5 mois d'intégration, la personne recrutée était déjà directeur de filiale. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde. Alors, j'ai fait ma thèse sur cette entreprise-là, j'ai été publié aussi. Je suis prêt à vous en rendre compte à un moment. On a bien, en termes d'adaptation culturelle, des possibilités de facilité. Le deuxième, c'est s'adapter à la Russie, très compliqué. Ça fait partie des pays très difficiles en termes de logique. Finalement, on a des individus qui sont déjà adaptés culturellement, qui parlent déjà 4 langues, qui savent globalement arriver à gérer différents éléments, et ça s'appelle des global leaders. Ce sont des individus qui globalement seront sur des dynamiques où ils ont déjà un passeport particulier. Alors, c'est quoi leur passeport particulier? Eh bien, pour eux, l'expatriation n'est pas une contrainte, c'est au contraire une opportunité. Et c'est se dire un moment, l'expatriation, à partir du moment où je gère une équipe internationale et moi-même je suis international et je suis dans une vision d'entreprise, que l'individu soit malais, qu'il soit australien, qu'il soit finlandais, il gère une équipe et on va essayer de voir et tout le monde est en mobilité. Et c'est peut-être l'une des phases que l'on a et qui va témoigner de différentes logiques, c'est que beaucoup d'entre vous, l'adaptation culturelle, elle est multiniveau. Je vous l'ai cité tout à l'heure, aller travailler en Afrique subsaharienne pour le compte d'une entreprise indienne ou chinoise en étant français, ben, ça fait partie des schèmes que l'on retrouve au niveau adaptation culturelle, mais ça va être de plus en plus la norme. Et les global leaders sont des individus totalement adaptés en termes d'approche et on ne va pas chaque fois les rattacher à leur nationalité. Le PDG de Peugeot, le PDG de Renault ne sont pas d'origine française et sont tout à fait dans des dynamiques où ils n'ont pas à présenter leur passeport en permanence pour arriver à témoigner. Ils savent gérer des équipes multiculturelles, des équipes internationales et arriver à canaliser. Et je vous invite
C'est peut-être l'une des phases, plutôt que de vouloir travailler en adaptation culturelle. C'est quoi la culture latino-américaine? C'est quoi la culture asiatique? C'est quoi la culture du Maghreb? C'est plutôt jouer la carte de global leader pour pouvoir arriver à globalement faire du management international. Le dernier exemple que je souhaitais vous citer, c'est peut-être là. C'est vous dire, vous avez encore des pays dans le monde où vous pouvez voyager dans l'histoire et la géographie. Et c'est peut-être là l'intérêt où vous allez pouvoir tester votre adaptation culturelle, tester qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays coupé de la réalité sociale. Au niveau international, il y a bien une influence internationale, mais vous allez vous retrouver avec différents éléments. Ça veut dire que pour ceux qui veulent vivre une expérience unique en termes d'adaptation culturelle, choisissez des pays très atypiques qui vous permettront de tester vos propres possibilités. Sinon, globalement, vous allez vous retrouver dans ce qu'on va appeler l'américanisation, coca-colonialisme, McDonaldisation, Starbucksisation, où vous n'aurez pas forcément une adaptabilité culturelle à développer outre mesure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vos questions. Je suis tout à fait prêt à répondre. Alors, juste pour terminer, sans enthousiasme, on ne fait rien à l'international, hein. Donc là, on est véritablement envie de partager, envie de vivre et envie de témoigner. Attention pour autant à l'illusion d'universalisme. Tout n'est pas exactement pareil et on va se retrouver donc avec différents éléments. Merci beaucoup pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver.